Nous sommes le 9 août 1945. Il est 11h02, les horloges s'arrêtent. L'armée américaine vient de larguer sa deuxième bombe nucléaire sur le Japon. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un triste anniversaire, celui des 80 ans de la bombe nucléaire sur la ville de Nagasaki. J'ai eu l'occasion de visiter le mémorial et le musée et je me suis dit pourquoi pas en faire une vidéo pour un petit peu parler bien sûr des faits mais aussi de l'impact que ça a eu sur la population. C'est la première fois que je fais ce genre de vidéo, donc n'hésitez pas si vous avez des conseils, des commentaires ou si pour vous il manque des informations importantes. Voilà, l'espace commentaire est fait pour ça. Pour commencer, on va un petit peu parler du contexte historique. En mai 1945, l'Allemagne nazie capitule. En Europe, la guerre s'arrête, mais malheureusement, elle continue dans le Pacifique entre les États-Unis et le Japon impérial. Les États-Unis, eux, entre avril et juin 1945, travaillent sur une liste de villes cibles pour une attaque nucléaire. Pour cela, il y a 3 critères. Premier critère pour la ville, il faut qu'il y ait une superficie d'au moins 5 km de diamètre pour celle-ci et surtout une densité de population importante. Le deuxième critère, c'est que la ville doit avoir une importance stratégique assez élevée, comme avec des installations militaires, industrielles ou même logistiques. Et troisième et dernier critère, les villes doivent avoir été épargnées par les bombardements précédents. À partir du moment où une liste a été faite, des ordres stricts ont été donnés. Aucune bombe ne devait atterrir sur les villes sélectionnées. Vous pouvez vous en douter, c'est pour montrer l'impact de la bombe. Les malheureux finalistes de cette liste, c'est Kyoto et Hiroshima. Comme vous pouvez vous en douter, Hiroshima est aussi malheureusement connu pour la bombe nucléaire, mais Kyoto ne l'est pas. C'est grâce à l'intervention du secrétaire de guerre, Henry Stimson. J'espère que je dis bien son nom de famille. Voilà. Il va souligner l'importance de Kyoto d'un point de vue historique et culturel pour les Japonais, et certains d'entre eux disent aussi que pour ce secrétaire, cette ville aussi était importante dans son cœur puisqu'il y aurait passé ses noces. Quoi qu'il en soit, Kyoto est enlevé de la liste. On fait maintenant un petit bond dans le temps et on se retrouve après la première bombe nucléaire larguée donc sur Hiroshima. Celle-ci a été larguée le 6 août 1945 et les Américains avaient pour but de larguer la deuxième le 10 août 1945. Sauf que, point important, la météo joue un rôle primordial durant le largage de cette bombe. Ils ont besoin d'une grande visibilité et le 10 août, il n'y a pas de visibilité. Donc ils avancent de 1 jour le largage de la bombe. On passe donc du 10 août au 9 août 1945. Le 8 août 1945, donc soit 1 jour avant le largage de la bombe, l'armée américaine largue des tracts de propagande sur différentes villes japonaises. Globalement, ces tracts voulaient dire 3 choses. La première chose, c'est qu'ils disaient que les États-Unis allaient détruire de manière massive plusieurs villes japonaises. La deuxième chose, ils demandaient aux populations d'évacuer les villes. Et la troisième chose, c'est qu'ils demandaient au Japon de capituler pour éviter davantage d'explosions. Ces tracts n'indiquaient en rien l'heure, le jour, ni même la ville, et elles n'indiquaient pas non plus l'impact ou la taille de l'attaque nucléaire. À Nagasaki, la population ne bouge pas. Nous voilà le 9 août. Dans le bombardier B-29 Bockscar, la bombe est prête. Il décolle de l'île de Tinian à 3h47 du matin. La cible, la ville de Kokura. Sauf qu'arrivé sur place, il n'y a pas de visibilité sur la ville. Ils font plusieurs fois le tour et aucune visibilité ne permet de lâcher la bombe. Alors ils passent au plan B et se dirigent vers la ville de Nagasaki. Il est 11h02, les horloges s'arrêtent. L'armée américaine vient de larguer sa deuxième bombe nucléaire sur le Japon. La ville de Nagasaki passe dans l'horreur. Le champignon atomique va atteindre 18 km d'altitude. La bombe a explosé à peu près à 500 mètres au-dessus du sol et elle est composée de plutonium, elle-même surnommée The Fat Man. On va parler un tout petit peu de technique, mais vraiment très rapidement parce que même moi, c'est un peu difficile à comprendre. Donc j'ai essayé de vous simplifier de comment était composée la bombe. Donc on parle ici d'une bombe à fission d'isotope fissile. Oui, moi aussi, quand j'ai lu ça, je n'ai rien compris. Donc, une fission radioactive, c'est donc une rupture d'un noyau lourd et ça va dégager une très très forte énergie, mais aussi des neutrons radioactifs.
Et un isotope fissile, c'est tout simplement un atome qui subit assez facilement une fission. Lors de l'explosion, la bombe va dégager une puissance de 21 kilotonnes. En gros, ça libère à peu près l'équivalent de 21 000 tonnes d'explosifs traditionnels, donc le TNT. Et tout ça en une fraction de seconde. Vous vous doutez bien que les conséquences ont été catastrophiques à tout point de vue. La ville de Nagasaki était peuplée de 240 000 personnes. Au moment de l'explosion, il y a eu 73 883 morts et il y a eu 74 809 blessés. Ces chiffres, c'est une estimation que j'ai pu lire dans le musée et c'est une estimation de fin décembre 1945. La ville est détruite à 50% avec l'onde de choc, 35% avec le rayonnement thermique et 15% avec la radiation. Autour de l'hypocentre, tout est détruit. Au sol, il y a énormément de gravats, mais il y a aussi des corps, ou plutôt des squelettes, et même parfois des os fondus avec des matériaux. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à l'hypocentre, il fait entre 3000 et 4000 degrés, qu'à 1 km de l'hypocentre, il fait 1800 degrés, et qu'à 1,5 km, il fait 600 degrés. À 400 mètres de l'hypocentre, dans un magasin, des bouteilles en fer complètement fondues entre elles sont retrouvées. À 700 mètres de l'hypocentre, le repas de Satoki Tsutsumi, une écolière de 14 ans, est retrouvé. Le riz dans sa boîte est complètement carbonisé et on retrouve au dos de la boîte le prénom de la jeune fille. Je vous avoue que pour moi, à ce moment-là, c'est le plus compliqué. Autour de moi, je vois des gens qui sont aussi très touchés parce que parler des faits, de quoi est composée la bombe, à quelle heure il y a un largage, c'est des faits. Mais là, on parle de la vie d'une jeune fille de 14 ans, on a son repas en face de nous, et je vous avoue qu'on ne peut pas rester indifférent. Si on revient un petit peu au moment de l'explosion, pour la population, s'ils ne sont pas morts de l'onde de choc de la bombe, ils sont morts de la température de celle-ci. Beaucoup d'artistes ou de personnes ont essayé de représenter ce moment en étant sur place. Je vous avoue que les images font assez froid dans le dos. Il y en a une qui m'a marquée parce qu'on a vraiment l'impression de voir des zombies en train de marcher. C'était des personnes qui cherchaient de l'aide et leur apparence montre bien la gravité de l'impact. Pour les rescapés, pour la plupart, ils sont brûlés, ont des os cassés, ont perdu la vue et les jours qui ont suivi ne vont pas améliorer la situation. L'explosion a amené une radiation extrêmement importante et ce contact extrêmement vite et avec une densité très importante de radiation va amener instinctivement le syndrome d'irritation aiguë ou un trouble de la phase aiguë. Cela comprend des nausées, des diarrhées, de la fatigue extrême, de la fièvre, une hémorragie sous-cutanée et aussi des stomatites. L'état des victimes s'est progressivement détérioré jusqu'au décès, en général une semaine après. Les symptômes face à cette explosion ne vont pas s'arrêter là. Environ une semaine après celle-ci, les pertes de cheveux vont arriver et son pic va arriver 3 semaines après. Le musée qu'on a visité met vraiment en avant l'impact psychologique de cette perte de cheveux sur les victimes, avec cette angoisse de les perdre. Ils ont recommencé à pousser 8 à 10 semaines après l'exposition. 10 semaines plus tard, ils ont aussi constaté l'apparition de cataractes. Pour certaines personnes, celle-ci est arrivée des années plus tard. Mais pour vous donner une idée, normalement la cataracte c'est pour des personnes âgées. Ici, il n'y avait plus de notion d'âge. Les radiations ont aussi affecté les grossesses, avec énormément de fausses couches, mais aussi des morts à la naissance. En 1956, soit 6 ans après l'explosion de la bombe, un pic de cancer du sang, donc appelé leucémie, est observé. Le cerveau et les tissus qui fabriquent le sang sont vraiment sensibles aux radiations. Ils sont donc plus susceptibles de contracter ce cancer. Ils ont aussi remarqué l'importance de l'âge. Plus une personne a été exposée à une forte quantité de radiation, plus il va contracter la maladie de manière jeune. Au-delà de la leucémie, car oui, la liste des conséquences n'est pas finie, ils observent une augmentation des cancers. Les radiations peuvent endommager l'ADN des cellules. Pour comprendre, je vous mets juste une petite vidéo à l'écran. Alors oui, je sais que la qualité n'est pas bonne et que le focus n'est pas bon, mais je trouve qu'on voit quand même la différence entre une personne qui a été exposée aux radiations et une personne qui ne l'a pas été.
Parfois, ces dommages ne tuent pas tout de suite les cellules. Il faut donc attendre plusieurs années avant que les victimes aient un cancer. Quand je dis plusieurs années, on peut attendre 10 ans, voire beaucoup plus. Une phrase d'une victime dans le mémorial m'a beaucoup marquée. Je vais vous dire à peu près de ce que j'en ai compris et de ma traduction, puisque c'était écrit en anglais. Mais globalement, elle disait « Avec mon frère, nous pensions être des survivants. Mais environ 50 ans plus tard, il a contracté un cancer. » Cette phrase m'a énormément touchée parce que je trouvais qu'elle illustrait vraiment très bien l'impact sur le long terme de cette bombe sur la population. Il est aussi important pour moi de rappeler que le Japon a aussi infligé dans d'autres pays des supplices, comme à Kanchanaburi, donc en Thaïlande, qui est tristement célèbre pour la construction d'une ligne de chemin de fer où il y a eu énormément de décès, mais aussi l'invasion de Penang, donc une île en Malaisie, qui est considéré aujourd'hui comme l'endroit le plus hanté de Malaisie. Si ça vous intéresse, je vous laisserai aller regarder sur internet un peu plus. J'avais ici envie de mettre un tout petit peu en avant le fait que dans une guerre, il n'y a pas juste un méchant et un gentil. Pour finir cette vidéo, j'avais envie de mettre en avant les tests des bombes nucléaires. Et oui, car dans le monde, il y a 9 pays qui ont la bombe nucléaire, et pour savoir si elle fonctionne, il faut bien faire des tests. Ici, je vais vous donner un exemple parmi tant d'autres. Mais entre 1949 et 1989, l'Union soviétique fait des tests dans l'atmosphère mais aussi sous terre au niveau du Kazakhstan. À l'heure actuelle, donc en 1981 jusqu'à maintenant, le site a été fermé, mais il a été fermé pour les tests. Il n'a pas été fermé pour la population. Donc les habitants mais aussi les troupeaux peuvent s'y rendre sans souci. En 1997, donc l'Agence internationale de l'énergie atomique a confirmé que le site présentait des risques pour la santé publique. Selon plusieurs études, il y a 35% de plus de cancers dans cette zone qu'ailleurs. Dans cette petite parenthèse, j'ai essayé de mettre en avant les victimes de ces tests de bombes qui sont très peu connus. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans l'espace commentaire, bien sûr avec de la bienveillance. Et puis je vous dis à la prochaine.